le excusez-moi, le RTES, bien sûr, le Réseau national des centres de ressources, l'ANCT et l'ONPV. Donc, on a le plaisir de vous accueillir pour cette séquence, mais qui finalement est la deuxième séquence sur le sujet, puisqu'en septembre, on avait déjà organisé un séminaire sur l'économie populaire, où ça avait été l'occasion notamment de présenter les travaux de l'ONPV sur cette question, puisque voilà, c'est vraiment un sujet qui intéresse nos trois structures. Il y a eu des premiers travaux et notamment des travaux du CNV sur cette question avec un avis qui avait été rendu en 2019 qui nous avait enjoint, nous, ONPV, à travailler sur la question, ce qu'on a fait avec une publication au sein du rapport de l'ONPV 2020, une revue de littérature sur la question. On vous l'avait présenté à cette occasion en septembre. Le réseau national des centres de ressources fait également travaille aussi sur cette question en accompagnant des collectivités sur ces questions d'économie informelle, notamment avec de la formation. Le RTES a un chantier en cours sur cette question aussi, avec un groupe de collectivités sur la question de l'économie sociale et solidaire et l'économie informelle. Mais aujourd'hui, ce qu'on souhaitait faire, c'est voilà, avoir une vue un peu plus large, en appréhendant cette question au niveau européen, avec du coup nos interlocuteurs de l'OCDE qui vont nous faire une présentation des travaux qu'ils ont réalisés sur ce sujet, donc John Potter et David Alabinski. Donc, élargir la focale au niveau européen, mais aussi s'interroger plus largement sur l'ampleur de l'économie informelle en France et en Europe, s'interroger également sur les facteurs qui contribuent à son développement, sur les effets, et puis aussi s'interroger sur les stratégies d'intervention, donc sur la politique publique. Donc, on aura plusieurs temps de travail. D'abord, une présentation sur l'ampleur des facteurs et les facteurs explicatifs de l'économie informelle. On aura également un deuxième temps sur les stratégies publiques d'intervention et d'accompagnement entrepreneurial sur l'entrepreneuriat informel. Et puis ensuite, on aura une série d'illustrations, notamment des illustrations françaises. Et chacune des interventions sera bien sûr, on laissera place après chaque intervention à des observations de votre part. Donc, n'hésiterez pas à utiliser le chat, à laisser vos questions, de façon à ce qu'on puisse avoir un temps d'échange à chaque fois. À ce stade, je vais peut-être laisser Sylvie intervenir, si tu veux prendre la parole, notamment sur l'aspect politique publique. Oui, merci, merci Elga. Pas grand-chose, de notre côté, juste pour dire que, en fait, sur le champ de la politique de la ville qui est, il faut le rappeler, une politique à la fois interministérielle, transversale, territorialisée, nous sommes dans un temps un peu spécial, vu que les contrats de ville, qui sont en fait notre outil de politique publique, vont prochainement se terminer et donc sont dans une phase d'évaluation. Et que ce temps-là est tout à fait opportun pour, travailler, pousser, de nouvelles, propositions et qu'on espère bien que tous ces travaux nous mèneront d'ici, 1 an et demi à des propositions et des solutions, envisageables et directement mobilisables, au sein des contrats de ville, quoi. Nous, notre objectif, moi je parle du point de vue, du champ de l'intervention sur les territoires. Notre objectif est bien d'accompagner les habitants des quartiers de la politique de la ville dans leur accès à l'emploi, dans leur création d'activités, dans leur insertion professionnelle et évidemment de les accompagner aussi vers la formalisation des activités informelles. Voilà, merci Elga. Mais maintenant, on va laisser la parole au premier temps de travail et de présentation. Donc, on laisse la parole à John et à David. Oui, tout à fait. Merci Elga. Et si je peux, peut-être avant de leur céder la parole, juste dire quelques mots de présentation, hein. John Potter, vous êtes économiste, chef de l'unité analyse et politique de l'entrepreneuriat au sein du programme Développement économique et de l'emploi local, LEAD,
pour ces sigles en anglais, au Centre pour l'entrepreneuriat, pour les PME, les régions et les villes de l'OCDE. Et David Halabinski, vous êtes économiste et chargé de projet au sein de cette même unité. Ensemble, vous avez coordonné la réalisation de la publication qui nous réunit aujourd'hui et qui s'inscrit dans une série de policy briefs ou de synthèses sur l'entrepreneuriat inclusive produit par le programme LEAD de l'OCDE en partenariat avec la Commission européenne. Bienvenue. Nous vous avons sollicité déjà pour partager les principaux résultats de ce travail, à commencer par voilà, la manière d'évaluer l'ampleur des économies informelles, les facteurs explicatifs également. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde, enchanté, c'est un plaisir d'être ici. Nous avons deux présentations, un de ma part, l'autre de la part de David. Merci beaucoup pour les introductions. Je suis en train de chercher le bon diapo pour partager avec vous. Là, je pense que ça doit être ça. OK, donc voici le début de notre présentation. Je voulais dire qu'on est très content à l'OCDE de pouvoir participer dans cette discussion française et je pense que c'est très important de pouvoir trouver des solutions à ce problème de l'informalité de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Nous menons un travail avec la Commission européenne, en fait. Donc, il faut les citer parce que le travail que nous faisons à l'OCDE sur entrepreneuriat inclusif, c'est mené avec la participation de la Commission européenne, le DG Emploi. Et depuis 2012, on fait des policy briefs, des rapports, d'autres projets. Chaque 2 ans, on sort une évaluation des politiques pour l'entrepreneuriat inclusif dans chaque pays membre de l'Union européenne. Et tous nos matériaux sont là sur le site de l'OCDE, aussi sur le site de la Commission européenne. Il faut utiliser le terme de recherche inclusive entrepreneurship. Il y a des éléments en français, les briefs sont en français, en allemand, en anglais. Et nous avons une publication phare. Et cette publication phare s'appelle Pallier la pénurie d'entrepreneurs. C'est sa titre en français. Et en anglais, The Missing Entrepreneurs. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'examiner le cadre et les politiques nécessités pour soutenir les jeunes, les femmes, d'autres groupes, les chômeurs, dans l'entrepreneuriat. Mais une observation que nous avons, c'est que ce n'est pas simplement la quantité d'entrepreneuriat qui compte. Ce n'est pas simplement question d'augmenter le taux de création d'entreprises, c'est la qualité d'entreprise. Et je pense que c'est pour ça qu'on est dans ce sujet de l'informalité. Parce qu'il ne faut pas encourager les gens à devenir entrepreneurs s'ils ne tirent pas beaucoup de ressources, s'ils sont occupés du système de santé, etc. Donc, on essaie de favoriser les projets des entrepreneurs qui peuvent aller à une soutenabilité dans le temps. Et l'entrepreneuriat informel n'est pas le meilleur pour la qualité.
c'est pas pour dire qu'on veut supprimer l'entrepreneuriat informel, mais aider les gens qui pratiquent un entrepreneuriat informel à avoir des projets qui sont mieux financés, mieux ciblés dans le marché, aider à améliorer leurs compétences. Ça, c'est juste une petite introduction. Maintenant, je commence avec le PowerPoint. L'économie informelle constitue un problème persistant dans les pays émergents du monde, comme dans les économies avancées du monde. Et notre rapport date de 2015 en fait, mais nous allons commencer à recreuser dans ce domaine. Mais les définitions, l'information sur la taille de ce secteur, les causes de l'informalité, etc., n'ont pas beaucoup changé depuis. Et nous pouvons ainsi exploiter ce rapport pour débuter ce débat. L'économie informelle, nous prenons ça comme le secteur de l'économie dans lequel les transactions concernent des activités légales qui possèdent une composante financière, mais ne sont pas déclarées dans le cadre des obligations fiscales, sociales et de droit du travail. Donc, l'entrepreneuriat informel intègre les travailleurs indépendants et les créateurs d'entreprises qui mènent à bien des activités légales pour lesquelles ils reçoivent une compensation financière qui n'est pas déclarée en tout ou en partie, alors qu'elle devrait l'être. Il y a deux tendances majeures qui émergent. Voici le taux d'informalité dans les différents pays de l'Union européenne. Et ce qu'on trouve, c'est que les pays de l'Est et du Sud de l'Europe ont souvent des taux supérieurs d'informalité comparés aux pays de l'Ouest de l'Europe et les pays nordiques. Et une autre chose, on voit que la part de l'économie informelle dans le PIB a reculé dans l'ensemble de l'Union européenne. Suite à la pandémie COVID-19, le volume de l'économie informelle a légèrement monté par rapport aux années précédentes. Mais les estimations les plus courantes montrent quand même une baisse entre 2021 et la période 2012. Dans le taux moyen, vous voyez, c'est 18% de l'activité informelle dans l'économie. Très important alors. 13,3 millions de travailleurs indépendants informels dans l'Union européenne. En 2012, on voit un peu les groupes d'âge. Ça concerne tous les groupes d'âge. 3,5% de travailleurs sont travailleurs indépendants. Et on voit que on a cette information de l'Eurobaromètre. C'est un sondage qui est administré dans l'Union européenne et dans d'autres pays. Et c'est là qu'on trouve ces informations. Je continue. Les causes de l'informalité. On veut souligner 5 causes.
d'abord, les conditions macroéconomiques. Lorsque le PIB par habitant est élevé, le taux de travail informel est plus bas. Donc, les bonnes conditions dans l'économie, la croissance dans l'économie mène à moins d'informalité. En effet, c'est un échappatoire, c'est par manque d'alternatives pour beaucoup. Deuxième observation, c'est les conditions du marché du travail. Les taux de chômage élevés et une faible participation au marché du travail conduisent à un plus grand nombre de travailleurs indépendants dans le secteur informel, encore par nécessité. Donc, bien évidemment, les récessions conduisent à un plus grand nombre d'entrepreneurs à recourir à l'économie informelle. Il y a aussi des effets par structure d'industrie. Il y a certains secteurs où l'entrepreneuriat informel est plus abondant, y compris la construction où l'informalité est florissante. Et les minorités ethniques et immigrées dans les pays dans lesquels vous avez davantage d'immigrés et davantage de minorités ethniques, vous avez aussi des taux plus élevés d'entrepreneuriat informel. Donc, des causes institutionnelles. Et voici, on signale 5 piliers. C'est peut-être même des manières d'ajuster des leviers pour les politiques. Comment les politiques peuvent influencer sur l'informalité. D'abord, on a imposition. Le taux d'imposition sur le revenu reste le principal facteur d'influence sur les choix des entrepreneurs quant au montant de leur revenu à déclarer. Les systèmes fiscaux régressifs présentant des taux d'imposition marginaux limités contribueront à réduire l'activité informelle. Particulièrement quand c'est ciblé dans les populations de faibles revenus. Deuxième levier, c'est la réglementation. Respecter les règles et les réglementations commerciales sont un processus coûteux ou chronophage dont l'ampleur est plus importante pour les travailleurs indépendants et les nouveaux entrepreneurs qui attendent de percevoir leurs premiers revenus. Le troisième, c'est les systèmes de sécurité sociale. Les travailleurs indépendants doivent, par exemple, s'acquitter de l'intégralité de leur cotisation de retraite, ce qui n'est pas le cas des travailleurs salariés. Et que cet impact tend à être plus prononcé pour les groupes sociaux qui bénéficient davantage de ce système. Et puis, il y a la dissuasion comme levier, la mise en œuvre d'une approche gouvernement, une approche qui n'est pas dissuasif et aussi une politique qui mènerait à davantage d'entrepreneuriat informel. Mais des mesures de dissuasion trop sévères n'encourageront pas les citoyens à se conformer davantage à la loi, mais détérioreront la relation de confiance entre État et entrepreneurs. Et finalement, morale, les autorités fiscales respectueuses et impartiales appliquant des taux raisonnables et informant les contribuables de la manière dont les finances publiques sont utilisées sont associées à un meilleur respect de la formalité. Impact économique.
c'est d'abord une source de concurrence déloyale pour le secteur formel. Donc, ça, c'est une conséquence néfaste des avantages de l'entrepreneuriat informel. Les gouvernements sont de grands perdants aussi de l'entrepreneuriat informel. Les clients, ils encourent des risques en travaillant avec les entrepreneurs informels. Les entrepreneurs informels eux-mêmes sont impactés dans une manière adverse parce que c'est plus difficile, par exemple, pour eux de solliciter des prêts bancaires, de participer à des appels d'offres. Ils s'auto-exclusent de l'économie, en fait, des aspects de l'économie qui peuvent les aider. Et comme je dis, pour les entrepreneurs formels, ils sont tirés vers le bas. Le papier qu'on a produit, que vous pouvez lire tranquillement, il a la table de matière à peu près comme ici sur le diapo, la définition de l'entrepreneuriat informel, estimation du volume du secteur, les causes, les conséquences et stratégie de formalisation, plus recommandations pour le contexte de l'Union européenne, y compris la France. Donc, je pense que David Halabiski, il peut maintenant creuser un peu plus sur ces derniers éléments. Merci, John, pour ces premiers éléments de caractérisation et d'explication de l'entrepreneuriat informel en Europe. Tu nous as donné des éléments de définition d'abord pour bien préciser de quoi on parle. Hein. De l'entrepreneuriat informel a des visages différents, notamment en dépendant de où on se situe en Europe. Hein. Tu l'as très bien dit. Leur ampleur pose des questions d'ailleurs sur le chat. La mesure ou les enjeux de la mesure des économies informelles. Cécile et Lou d'Archipel & Co auraient voulu savoir comment sont faites ces estimations sur le nombre d'entrepreneurs informels, sur la part des travailleurs indépendants. Est-ce qu'il s'agit de données purement déclaratives ou voilà, comment sont faites ces sources et éventuellement comment on peut estimer des réponses tronquées ou fausses ou des erreurs. Oui, donc David va ajouter, mais il y a deux sources. Une source est le sondage Eurobaromètre. Donc, c'est un sondage par téléphone fait auprès des foyers dans les pays de l'Union européenne. Donc, vous téléphonez, vous demandez quelle est votre activité et c'est là qu'on voit que 4% des personnes disent qu'ils sont dans l'économie informelle. Donc, c'est peut-être... il y a peut-être une sous-estimation alors. Peut-être une sous-estimation. L'autre source est un peu plus compliquée. Vous avez des universitaires qui travaillent dans ce domaine, y compris un certain professeur Schneider. Et il a un moyen d'estimation qui est très convoluté, où on regarde le PIB et on regarde le marché du travail, le nombre d'individus, et vous essayez de calculer combien du PIB est caché.
Bien, merci. Donc, on comprend hein, qu'il s'agit de sources en partie déclaratives, avec donc les limites et prudences à prendre, hein, et que pour d'autres sources, il s'agit d'estimations. Donc, également, vous appelez à avoir une certaine prudence. Merci dans tous les cas aussi de nous avoir apporté des données récentes qui essayent de prendre en compte les 3 dernières années avec les effets directs ou indirects qu'a pu apporter sur ce sujet la crise sanitaire, la pandémie de Covid-19. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des demandes de précision sur le chat sur cette première rubrique? Bien, dans tous les cas, moi, j'aurais voulu préciser que il me semble assez intéressant, John, d'avoir pointé non seulement quelques sources pour estimer l'ampleur de ce secteur d'activité économique, mais aussi d'avoir distingué aussi les logiques géographiques. Vous dites notamment que les activités salariés informels liés à des services, à des dépannages qui sont rémunérés sont plus courantes dans les pays du nord et de l'ouest de l'Europe, et qu'inversement, dans le sud-est, dans le sud et l'est de l'Europe, on trouve davantage une économie informelle qui est constituée par des entreprises. En fait, là où dans le nord et l'ouest, c'est davantage des individus, dans le sud et l'est, c'est davantage des structures collectives. Donc, c'est, me semble-t-il, quelque chose d'intérêt pour la France s'il fallait se situer dans le sud de l'Europe. Est-ce bien ça? Je pense que l'observation principale est que le taux d'informalité est moins élevé dans l'ouest et le nord de l'Europe. Là, dans les pays où le PIB est plus élevé. Et donc, c'est juste une manifestation de ce problème de nécessité et les entrepreneurs qui le font par nécessité. Et donc, on trouverait probablement qu'en France, c'est les régions les plus riches, avec le moins d'informalité, et les régions les plus pauvres. Et puis, il faut regarder au sein des villes et bien sûr les quartiers défavorisés. On va trouver pour les mêmes raisons les taux d'entrepreneuriat informel très élevés. Mais ça, on n'avait pas ces données-là. Bien, merci John. On va céder la parole à David pour poursuivre sur les stratégies publiques d'intervention et d'accompagnement de l'entrepreneuriat informel. Comme John l'a rappelé, David, en début de son intervention, les économies informelles ne sont pas le propre des économies en développement, hein, et donc c'est un sujet pour les politiques publiques dans tous les pays, y compris les pays européens. Quels sont les types de stratégies que vous avez pu recenser en 2015 lorsque vous travaillez sur le sujet? Oui, je vais faire mon présentation maintenant. Et merci pour l'invitation à participer dans la discussion aujourd'hui. Je voudrais passer environ 15 minutes à examiner cette question, David. Quels sont les types d'instruments que les gouvernements peuvent utiliser pour réduire le montant de l'entrepreneuriat informel? Donc, en général, il y a 3 approches qui sont utilisées dans les pays de l'OCDE. Les stratégies de formulation reposent sur 3 piliers politiques: la dissuasion, l'incitation et la persuasion. Alors que les 2 premières approches visent à modifier le ratio coût-avantage des entrepreneurs qui souhaitent rester dans le secteur informel, le troisième fait appel
à leur cœur et à leur esprit à travers la promotion d'une culture de respect du règlement, c'est-à-dire un changement des comportements. Et on va voir les trois approches dans la présentation avec des exemples qui sont utilisés dans les pays de l'OCDE. On commence avec les mesures de dissuasion. Les mesures de dissuasion sont le plus souvent utilisées pour faire face à l'économie informelle dans son ensemble. Néanmoins, elles peuvent ne pas être adaptées pour identifier l'entrepreneuriat informel dans la mesure où les inspections de travail se concentrent sur les entreprises immatriculées et ont généralement lieu à la suite d'une plainte déposée par un travailleur à l'encontre de son employeur. Cette approche repose sur deux actions. La première est la détection de l'entrepreneuriat ou du travail informel et suite les sanctions. Et la collaboration entre les bureaux, les ministres et les services d'inspection du travail sont nécessaires pour lutter contre le travail et l'entrepreneuriat informel. Et on retrouve un grand nombre d'exemples de collaboration interministérielle parmi les pays de l'OCDE et les membres d'États de l'Union européenne, comme par exemple Italie et en Islande. Et on va voir un exemple d'Islande. Et c'est un cas récent. Donc, il y a une mission d'inspection du travail pour assurer que le travail est légal et déclaré. Et les inspections ont été appliquées depuis 2018. Les inspections sur place sont effectuées par un groupe de travail, y compris les inspecteurs du gouvernement, les acteurs locaux, les syndics et d'autres associations qui sont touchées par les secteurs. Et avant les inspections, il y a des réunions de pré-inspection qui sont organisées par le groupe de travail. Et ces réunions ont deux objectifs. Premièrement, c'est une occasion de partager l'information sur les entrepreneurs ou les entreprises qui sont touchées par l'inspection. Et deuxièmement, de décider les rôles de l'équipe qui fera l'inspection. Dans cet exemple, il n'y a pas un budget pour l'activité. Donc, chaque membre de le groupe d'inspection fait leur propre activité et prendre le coût eux-mêmes. Il n'y a pas de résultat à ce moment, mais on peut voir que chaque partenaire continue à participer, continue à payer le coût pour les inspections. Et en fait, le nombre d'inspections monte chaque année. Et il y a quelques leçons qu'on peut apprendre de cet exemple. C'est important d'établir les fortes lignes de communication entre tous les partenaires et le gouvernement. Aussi, il est important de définir les limites de ces inspections. C'est important pour les entreprises pour être plus ouverts à accueillir des inspecteurs. Dans le cas de l'Islande, il est important d'impliquer les syndicats qui ont un rôle important d'être entre les entreprises et le gouvernement. Et finalement, il est important d'avoir la collaboration continue, comme j'ai dit, et le nombre d'activités augmente chaque année. Le deuxième type sont les mesures d'incitation. Ces mesures joueront un rôle majeur dans la lutte contre l'entrepreneuriat informel. Elles peuvent cibler les entrepreneurs et c'est les mesures incitatives liées à l'offre ou les consommateurs qui achètent les produits ou les services dans le secteur informel. Et c'est des mesures liées à la demande. En ce qui concerne l'offre, les mesures peuvent consister en réduction d'impôts
et des ponts sociaux qui facilitent l'incitation au retour à l'emploi des entrepreneurs informels. En matière de demande, les rédactions d'impôts spécifiques à certains secteurs, le bon d'échange et les exemptions de TVA sont les mesures les plus utilisées. J'ai un exemple de cette approche. Ça vient de la Belgique. Et en Belgique, ils ont introduit un système de casse enregistreuse pour améliorer la réglementation dans les secteurs particulièrement sensibles à la fraude, c'est-à-dire les restaurants, les hôtels et les cafés. Et cette mesure a été mise en place en 2016 et ça fonctionne avec, s'appelle les casses blanches. Et c'est un système où les transactions sont enregistrées directement avec le gouvernement quand les transactions sont faites par les entrepreneurs. Donc, les casses garantissent que les chiffres d'affaires corrects sont déclarés pour les calculs de taxes et que le TVA payé par le client est transféré au trésor. Now, en même temps, en compensation de cette mesure obligatoire, certaines mesures d'assistance ont été accordées, notamment l'introduction de mesures comme les flexi-jobs et l'autre façon d'ajouter plus de flexibilité avec le travail, et aussi une réduction du taux de TVA dans certains services, dans certains secteurs. On peut voir que le pourcentage d'installations sont assez hauts. Globalement, en le pays, il y avait un montant environ 87% dans les secteurs qui sont touchés. Et il y a une différence par région. C'est presque 100% en Flandre, mais dans le Bruxelles et le Wallonie, c'est entre 70 et 80%. Comme dans l'autre exemple, j'ai identifié des leçons et ce cas souligne aussi l'importance de la collaboration entre tous les acteurs parce qu'avant de mettre en place de réglementation, il y avait des discussions pour trouver d'autres mesures pour aider les entrepreneurs dans le secteur. Donc, ils ont développé les mesures d'assistance et aussi ils ont ajouté les taux de taxes. Donc, c'est le résultat de la discussion avant la mise en place de la réglementation. Donc, ça, c'est le deuxième point, d'avoir le système d'accompagnement qui peut aider les entrepreneurs. Et troisièmement, c'est important d'avoir un système de suivi de progrès. Dans cet exemple, c'est automatique parce que toutes les transactions sont enregistrées et il y a un processus où les inspecteurs peuvent être sur site pour avoir accès à toutes les données pour faire une vérification. Et troisièmement, les mesures de persuasion. Les mesures de persuasion peuvent être des compléments efficaces aux politiques traditionnelles. Elles peuvent notamment être utilisées pour les groupes défavorisés sur le marché du travail et pour lesquels la participation à des activités d'entrepreneuriat informel résulte de différentes formes de privation, comme par exemple les barrières culturelles ou un manque de compétences. Et encore, il y a plusieurs exemples, mais il y a un exemple récent qui vient d'Allemagne. En 2019, le Parlement allemand a adopté une loi pour lutter contre le travail illégal et la fraude aux allocations. Cette loi a conféré au gouvernement des responsabilités et des pouvoirs supplémentaires, créé d'une nouvelle infraction administrative avec des amendes, et ça a renforcé la coopération et l'échange de données entre les autorités. Mais, en même temps, le gouvernement
s'est rendu compte qu'il y avait un manque d'information et de soutien pour les entrepreneurs qui sont touchés. Donc, il y avait un système de one-stop shops qui était établi. Donc, il y a 18 one-stop shops dans 10 régions partout dans le pays. Et des one-stop shops ont été créés dans les zones géographiques, les régions où il y a un grand nombre de travailleurs migrants non déclarés. Et chaque one-stop shop offre des services de conseil dédiés aux travailleurs et aux entrepreneurs immigrés dans leur langue. Et les centres offrent également les formations et l'assistance pour soutenir les entrepreneurs migrants. Et c'est important d'avoir ce type de soutien qui peut aider les entrepreneurs et les travailleurs suivre les réglementations. C'est une grande réussite. Il y a environ 1400 consultations chaque année. Et les clés de réussite pour ces one-stop shops sont d'offrir le service dans plusieurs langues. Donc, c'est vraiment un service pour les clients dans cette région. C'est important d'avoir l'information qui est accessible facilement. Et aussi, c'est important d'avoir la coopération entre tous les acteurs locaux parce que les entrepreneurs arrivent à chaque one-stop shop suite une interaction avec un partenaire social. Donc, il y a une direction vers le one-stop shop pour l'information. Bon, après ce petit tour, il y a un certain nombre de messages importants qui émergent des expériences internationales. Le secteur informel très développé est un obstacle majeur au développement des économies avancées, telles que l'économie de l'Union européenne, du fait de la concurrence de l'euro qui représente pour le secteur formel, de la perte de recettes publiques qu'il implique et de la désinvolture face aux considérations légales qu'il peut susciter au sein de la société dans son ensemble. Il est recommandé d'élargir la portée d'inspection du travail et fiscal de manière à mieux couvrir l'entrepreneuriat informel. Cela peut impliquer de trouver un nouvel équilibre entre les inspections réactives et les inspections proactives. Dans le même temps, il est recommandé d'accorder des réductions d'impôts temporaires pour faciliter la transition entre le secteur informel et le secteur formel et de réduire les taux d'imposition générale, notamment l'impôt sur le revenu, afin que les réductions accordées aux entrepreneurs informels soient durables dans le temps. Aussi, il est recommandé d'adopter les réductions d'impôts sectorielles ciblent les clients des secteurs de l'économie nationale dans lesquels l'entrepreneuriat informel est le plus répandu afin de diminuer les traits de secteur informel du point de vue de la demande. Et finalement, l'introduction de programmes d'accompagnement individualisés, de mentorat et de formation personnalisée destinés aux entrepreneurs informels est important pour faciliter la formulation des entrepreneurs informels, en particulier si le secteur informel connaît un enracinement culturel profond. Merci. Merci beaucoup, David Alabiski, pour cette présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, à les inscrire dans le module discussion. On va les relayer. Avant d'en partager une qui est apparue, en tout cas, je trouvais ça intéressant de noter que sur tous les types de politiques publiques que vous avez, enfin, tous les différents types de politiques publiques au regard de votre typologie, il y a quand même un point d'appui qui ressort tout le temps, c'est la coopération entre les différents services,
ministères, institutions impliquées. Et c'est vraiment quelque chose qui ressort aussi des travaux que l'on mène, alors même s'ils sont plutôt portés sur des échelles locales que nationales, mais c'est vraiment quelque chose qui ressort parce que finalement, les pratiques informelles sont multidimensionnelles, qu'elles impliquent et qu'elles concernent finalement une diversité du coup de compétences, de politiques publiques et d'enjeux pour les personnes, et que du coup, cette coopération, elle est indispensable. Et voilà, je trouve que c'était intéressant de voir que dans tous les exemples, vous le pointiez comme un point d'appui. En tout cas, ça fait vraiment écho aux travaux que l'on mène. Je partage une question dans le chat de Laetitia Fijalovic. J'espère bien prononcer son nom. J'entends bien, je pense, les mesures nationales pour agir sur l'incitation à formaliser l'activité informelle. Par contre, en attendant la mise en œuvre de nouvelles réglementations, qu'est-ce qui serait envisageable pour transformer, j'imagine, pour formaliser, mais j'espère bien comprendre votre question. N'hésitez pas, Madame Fijalovic, à prendre le micro pour éventuellement préciser votre question si je la comprends mal. Et quel levier d'accompagnement? Oui, navré, C'est bien. désolée. Non, Oui, je vous en c'était prie. bien ça. D'accord. J'ai eu un problème de clavier, j'arrivais plus et c'est parti trop vite, je m'en excuse. Oui, en fait, j'entendais bien l'accompagnement et les règles au niveau national, gouvernemental d'incitation à la formalisation. Et en attendant, la question c'était sur le terrain, comment on peut faire pour accompagner, soutenir, qu'est-ce que vous avez en fait repéré en micro qui pouvait être efficace pour ces travailleurs informels pour passer le pas. Merci Chloé. Merci pour cette précision. Alors effectivement, je laisse peut-être David et John répondre s'ils ont des éléments. Et en tout cas, pour information, on viendra ensuite compléter aussi par des retours d'expérience observés à l'échelle française et donc y compris à l'échelle locale. Mais peut-être, David Alabiski, John Potter, si vous avez, vous, des éléments, peut-être le dernier exemple, présenté en Allemagne avec ces fameux guichets uniques, donc, qui viennent à la fois donner de l'information, mais aussi de l'accompagnement individuel en est une. Mais bon, je vous laisse Oui, réagir. oui, je vais commencer avec ça parce que c'est un bon exemple. Les one-stop shops étaient créés. C'était une réaction d'un changement de loi. Donc, le changement de loi, c'est à le niveau national, c'est le gouvernement fédéral en Allemagne. Et la réponse était de créer des soutiens pour aider les entrepreneurs dans ce secteur. Et les one-stop shops, en fait, c'est les villes qui créent les one-stop shops. Donc, il y a des one-stop shops dans les villes comme Hamburg. Et c'est la ville qui crée les one-stop shops avec tous les partenaires sociaux. Ça peut être les syndics, les associations d'entreprises, une variation entre les régions. Mais c'est une action vraiment locale dans cet exemple. Chloé, je ne sais pas si je peux réagir aussi à ce qui vient d'être apporté comme élément de réponse par David et à la question de Laetitia. Il me semble en fait que du niveau local au niveau national, les ressorts de l'action publique vis-à-vis des économies informelles sont variables. Toutes les autorités publiques n'ont pas vocation, ni non plus d'ailleurs la capacité d'agir dans tous les domaines et de mobiliser tous les types de mesures dissuasives, persuasives, incitatives. Il me semble que les gouvernements nationaux ont surtout une prise sur des mesures de dissuasion, comme les inspections de travail, les sanctions, le partage des informations, les stratégies communes, sur des mesures d'incitation comme les réductions d'impôts en termes d'offres, de demandes et les réductions d'impôts ciblées de TVA. Mais à l'inverse, les collectivités locales
elles ont plus de prise sur des mesures de type incitatif telles que le soutien de la demande de biens et services à travers des bons d'achat ou d'échange, et aussi sur la création d'emplois d'intérêt public, comme on l'évoquera peut-être tout à l'heure, les SPIE ou les territoires zéro chômage. Donc voilà, pour dire qu'en fait, en fonction des niveaux de gouvernement ou des niveaux d'administration, peut-être que on peut recourir davantage à certaines des mesures qui ont été présentées précédemment. Oui, tout à fait. Oui, pardon, John? Non, je voulais répondre à quelque chose dans le chat en demandant qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon des pays en voie de développement parce qu'ils ont des taux d'informalité très élevés. Et je ne sais pas s'il y a des choses qu'on peut vraiment simplement transférer, mais là, ils ne sont pas dans la déterrence, ils ne sont pas dans la police, ils sont plutôt dans l'incitation, je dirais. Je pensais qu'on pourrait donner l'exemple de deux programmes du Mexique. Mexique, il a un certain nombre de programmes qui s'appellent MI. Par exemple, vous avez Mi Tortilla, M-I, Mi Tortilla, Mi Mexico Paradores Turísticos, Mi Estética, par exemple. Et vous voyez que tortilla, ça s'applique à des personnes qui vendent des tortilles. Je pense que c'est ça la traduction, c'est comme une sorte de pizza. Ils essaient de les aider avec les aides traditionnelles pour les micro-entreprises, c'est-à-dire la formation, le conseil, des subventions pour améliorer leur équipement. Ce qu'ils essaient c'est d'attirer les entreprises à participer dans le programme et ils les mettent dans des groupes de vers une vingtaine d'entrepreneurs, d'individus qui reçoivent cette formation et le conseil. Et y compris, il y a un financement disponible comme incentivisation. Il cible des secteurs où l'informalité est très importante. Donc ça, c'est une chose. Et une autre chose qu'on a vue là-bas, c'est ils entrent dans les restaurants, dans les boutiques de beauté, dans comment dire, les locaux de réparation de voitures, etc. Ils entrent, ils les offrent une sorte de tablette. Et cette sorte de tablette les donne d'informations sur les coûts d'énergie par différents fournisseurs, sur la concurrence dans leur quartier. Il peut aussi être utilisé pour surfer l'Internet. Et il peut aussi accepter les cartes de crédit. Et donc, ils offrent un outil qui valent 150 € et ils les encouragent comme ça de formaliser et de commencer à prendre des transactions bancaires. Donc, il y aura beaucoup de leçons comme ça, précises de différents pays en voie de développement. Merci beaucoup pour ces exemples. C'est vrai qu'on aimerait en savoir plus par rapport à ces tablettes. On est plutôt sur de l'information, de l'outillage très direct, mais qui, si je le comprends bien, ne vient pas, en tout cas dans un premier temps, régler la question de l'informalité de l'activité. C'est plus une logique de sensibilisation et de premier outillage qui est visé. Oui, c'est juste, il tue
à l'extérieur du problème, ils peuvent faire formaliser un petit nombre d'entrepreneurs ici et là, mais les techniques sont intéressantes parce que vous groupez les entrepreneurs pour une formation et aussi vous offrez les possibilités de prendre des paiements carte de crédit. C'est deux options. John, tu as insisté au début de ta contribution sur le fait qu'il s'agit de mesures d'incitation à la participation économique. C'est peut-être, j'ai bien retenu cette catégorie. Dans le cas du Mexique est assez intéressant d'une part et assez extrême par rapport à ce que l'on connaît dans les pays européens, dans le sens où la moitié de la production de la richesse se produit dans le secteur informel. Donc, c'est vrai qu'il paraîtrait presque vain de se donner pour seul horizon de formaliser la moitié de la population active. Donc, ce serait un objectif sans doute intenable. Ils ne pensent pas qu'ils vont arriver. C'est un sujet. Un autre sujet, c'est la création des entreprises à haute croissance et haute technologie. C'est parmi les sujets qui occupent les gouvernements, mais ils ne vont pas plein poumon vers cette problématique de l'informalité. Ils savent qu'il y a beaucoup d'informalité, ça fait partie de l'économie. Ils ne vont pas essayer de totalement transformer ça à zéro informalité dans 5 ans. Je n'ai pas vu ce genre de projet. On vit avec l'informalité, c'est une autre leçon. Chloé, il y avait la réaction de Thierry Cellier de Sarcelles qui me semble fait allusion à ce que David a développé lorsqu'il parlait de mesures incitatives, et à savoir qu'il s'agit de réduire les coûts avantages de l'informalité. Donc, parce que Thierry nous dit dans son message que quand les pouvoirs publics tentent de normaliser les pratiques informelles, on rentre dans un conflit avec ce qu'il appelle la règle de la concurrence libre et non faussée. Donc voilà, je pense que dans ce que nous présentait David comme mesure d'incitation, ces mesures se donnent pour objectif de réduire les avantages de rester dans l'informalité. C'est bien ça, David? Oui, c'est ça, exactement. Parce que les coûts pour la société d'avoir les activités sociales, il y a des questions de protection sociale et d'autres choses comme ça. Il y a un autre élément qu'on n'a pas touché aujourd'hui, et c'est l'économie numérique. Parce que je vois dans les articles académiques, ça c'est un nouveau terrain pour le travail informel, parce que quelqu'un peut travailler sur un site web ou une plateforme et tu peux gagner de l'argent, mais c'est à côté du système formel. Donc, ça, c'est une autre chose pour l'avenir, peut-être. C'est l'économie numérique. Qui est effectivement un enjeu, enfin en tout cas une mutation forte et une transition importante qui se joue à plein de dimensions. Je vois que Monsieur Diop lève la main, mais je me demande, parce que l'idée c'est vraiment qu'on garde un temps pour échanger tous ensemble, est-ce qu'on ne ferait pas avant notre... on a essayé de faire, on s'est plié au jeu du panorama en utilisant la typologie de l'étude de l'OCDE présentée par John Potter et David Alabiski. On s'est plié au jeu d'essayer de repérer différents types de politiques en France, de politiques ou de dispositifs, d'ailleurs, vous le verrez, on n'est pas du tout uniquement sur des politiques publiques qui viennent à répondre à ces questions, soit sous l'entrée de la dissuasion, de l'incitation, etc. Je vous propose, Monsieur Diop, on garde vraiment votre main levée en tête, mais on fait cette petite revue et après, on prend vraiment un temps pour échanger.
David, je crois que c'est toi Oui. qui démarre. Oui, merci, merci Chloé. Comme tu disais, avec Chloé, nous avons essayé de partir de cette même grille de lecture que propose l'OCDE, des types de stratégies, des types de mesures qui peuvent être déployées par différents niveaux de gouvernement. Et nous avons voulu faire deux choses. D'une part, on entend souvent dans les discussions ces derniers temps, quand on parle d'économie informelle en France, on entend souvent cette idée qu'en gros, il n'y aurait rien en France, que rien n'existerait pour pouvoir agir sur ces économies informelles. Donc, on s'est dit, bah, quand même, ce serait intéressant d'aller voir ce qui existe. Il doit bien exister un certain nombre de mesures à différents niveaux, hein. Donc, c'est un peu ce qu'on a voulu faire un rappel de ce qui existe et que finalement, parfois, on a même perdu de vue que certains des objectifs des mesures que nous allons citer sont bien de participer à encourager le travail formel. Donc ça, c'était notre premier objectif, faire un rappel de ce qui existe. Et de l'autre, commencer très modestement et sans prétention à l'exhaustivité, commencer à dresser un petit répertoire d'actions publiques, des stratégies et mesures auxquelles les gouvernements de différents niveaux en France peuvent faire recours pour essayer d'inspirer, pour essayer de valoriser des choses qui se font localement, et des expérimentations qui pourraient devenir inspirantes pour d'autres territoires. Alors, on a commencé par la première catégorie de stratégies que propose l'OCDE, les mesures de dissuasion, et notamment les sanctions. Comme partout en Europe, en France, il y a des sanctions qui sont appliquées proportionnellement à la taille des entreprises et à la gravité des infractions. Elles prennent forme sous forme d'amende, d'interdiction de bénéficier à certaines aides publiques, mais aussi de participer à certains marchés publics pendant des périodes données. La tendance en France comme en Europe est celle d'un durcissement des sanctions. Donc, en gros, les sanctions deviendraient plus élevées, notamment en termes d'amende. Et on a voulu prendre un exemple assez classique et auquel nous sommes tous confrontés dans nos vies quotidiennes, qui est la question de la vente à la sauvette. Et en fait, on s'est aperçu très rapidement qu'il existe un cadre légal assez bien codifié qui régule les violations des dispositions qui réglementent l'exercice de certaines professions dans les lieux publics, avec des amendes qui peuvent aller jusqu'à 45 000 €, 5 ans d'interdiction de diriger une entreprise. Bon. Et surtout, en fait, qui peuvent être punis d'emprisonnement et qui souvent donnent lieu à des destructions de marchandises ou du moins à la confiscation. Donc, voilà, on a vu qu'il existe un cadre légal. Donc ici, c'est plutôt les sanctions s'appuient sur des cadres légaux. Et que, par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un enchevêtrement d'échelles, puisque ces cadres légaux peuvent être adaptés à niveau local. Et c'est l'exemple de la vente du muguet du 1er mai, qui en France est associé à une tradition et qui est souvent régulée par le biais d'arrêtés municipaux qui vont finalement tolérer la vente d'un produit à partir du moment où cette vente dans l'espace public respecte un certain nombre de règles. Donc voilà comment finalement des cadres légaux nationaux peuvent être adaptés à niveau local pour créer des exceptions. C'est aussi le cas des braderies, et d'autres types de vide-greniers, par exemple, lors desquels finalement les forces de l'ordre trouvent un moyen de réguler l'ordre public et la sécurité, tout en créant un contexte d'exception lors desquels des publics peuvent vendre sans forcément avoir à déclarer leurs revenus directement, quoi. Donc ça, c'est concernant les sanctions. Ensuite, toujours dans ces mesures de dissuasion,
l'OCDE a beaucoup insisté sur ces stratégies de partage d'informations et d'élaboration de stratégies communes. Notamment dans leur publication, ils évoquent le fait qu'en France, en 1997, a été créée une délégation interministérielle pour la lutte contre le travail illégal, qui s'appelait donc la DILTI, et qui a eu une vie d'à peu près une dizaine d'années, avec une approche très coordonnée au niveau national et local, afin de lutter contre le travail non déclaré. Donc, là, on a voulu voir qu'est-ce qu'elle était devenue, cette DILTI, et on a pu observer qu'à partir de 2008, 2 réorganisations administratives successives semblent avoir conduit à la marginalisation de la lutte contre le travail illégal et le dumping social. Tout d'abord, en fait, en 2008, la création de la DNLF, la délégation interministérielle à la lutte contre la fraude, a remplacé la DILTI et a déjà commencé à marginaliser la question du travail illégal par rapport à d'autres types de fraude. Un peu plus tard, en 2020, la DNLF a été remplacée à nouveau par la MICAF, la mission interministérielle de coordination anti-fraude, qui a en quelque sorte poussé davantage cette marginalisation du focus sur la lutte contre le travail illégal. Donc, grosso modo, cet exercice de mise à jour de ce qu'était devenu la DILTI nous amène aujourd'hui à dire que par cette réorganisation consécutive de l'administration, une délégation interministérielle a été remplacée par une simple mission, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à peu près dans le même état qu'au moment où la DILTI en 1997 a été créée. Donc voilà, ça c'était pour évoquer cet exemple qui tient au partage d'informations et de stratégies communes. Ensuite, sur les politiques ou les mesures ou les stratégies de persuasion, il a été question de réduction d'impôts pour les consommateurs ou pour les employeurs. Et il me semble qu'il est intéressant de rappeler qu'en France, le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2022 prévoit de promouvoir le recours au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. On l'a évoqué en filigrane, il y a des secteurs d'activité qui sont davantage confrontés au travail informel, dont les services ménagers en particulier à domicile. Donc voilà, à présent, il y a le Code général des impôts permet à un particulier employeur d'être remboursé de 50% des sommes qu'il engage, bien sûr dans la limite d'un plafond annuel, et d'avoir un remboursement rétroactif de cette déduction fiscale. Donc voilà, je voulais rappeler aussi cette évolution de la politique fiscale nationale, dont un des objectifs est écrit noir sur blanc dans les motivations de cette évolution législative, est justement de favoriser la formalisation ou le travail formel dans le domaine des services ménagers. Si on avance, et puis je passerai très rapidement la parole à Chloé, toujours dans cette famille des politiques de persuasion, nous avons évoqué, avec David en particulier, les fameux ponts sociaux. C'est peut-être pas tout à fait clair, dans tous les cas pour moi, il m'a fallu un petit peu de temps de comprendre qu'est-ce qu'étaient les ponts sociaux, et en gros, s'il fallait retenir quelque chose, et John, David, vous me reprenez si je me trompe, c'est tout simplement de rappeler qu'il existe des programmes qui permettent de cumuler des aides à la création ou à la reprise d'activité, qui peuvent être cumulées avec des indemnités de chômage, par exemple. Et dans le cas français, cela nous renvoie à des dispositifs comme l'ACRE, la RCE ou l'ARE. Donc voilà, sans détailler plus que ça, de rappeler que ce genre de dispositifs qui permettent de lisser les situations des individus entre chômage et création d'une activité existent. Chloé, sur ces mesures de persuasion, tu voulais peut-être dire un mot sur les primes à l'immatriculation aussi?
Oui, je voulais partager un dispositif de l'ADI, donc l'Association pour le droit à l'initiative économique. Je pense qu'on pourrait partager beaucoup d'initiatives de l'ADI dans cette revue de dispositifs qui peuvent, entre autres, accompagner la formalisation de pratiques informelles. Mais là, l'idée, c'était d'en pointer un qui s'appelle la prime à l'immatriculation, qui finalement vient récompenser la réalisation complète d'un parcours personnalisé d'accompagnement à la formalisation et l'immatriculation d'une activité. C'est une prime de 1 000 €. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus sur ce dispositif. En plus, peut-être il y a des personnes, en tout cas des personnes de l'ADI étaient inscrites et je pense qu'elles seront les mieux placées pour en dire davantage si cela vous intéresse. Mais c'était aussi intéressant de voir que ce dispositif est financé dans le cadre du PIC, donc programme d'investissement pour les compétences du PIC 100% inclusion. Et donc, intéressant de noter, et je vous le partage juste après dans le chat, qu'il y a en fait le gouvernement, à l'occasion d'un dernier comité interministériel des villes, a relancé une nouvelle vague d'appels à projets dans le cadre de ce programme d'investissement dans les compétences 100% inclusion, doté de 50 millions d'euros, qui vise vraiment à expérimenter des approches innovantes dans l'objectif de remobiliser, accompagner les demandeurs d'emploi vulnérables, de longue durée, peu qualifiés, des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Cet appel à projet est ouvert à tout type de structures, publiques, privées, et surtout vise le décloisonnement des approches et l'association d'expertise complémentaires. Donc voilà, c'est un petit aparté, mais quand même, c'est intéressant de montrer que là, en fait, on parle de deux choses, c'est-à-dire un dispositif mis en place par une association qui vraiment travaille sur le sujet, mais aussi finalement via le PIC 100% inclusion, cet appel à projet, une politique publique qui vient aussi financer ce type de démarche. Voilà, on souhaitait ensuite dire un mot sur, donc rentrer dans cette autre catégorie qui est celle de l'incitation, et avec une entrée sur la modification des législations. David, je te donne le micro pour… Merci Chloé. Deux exemples de modification de législation qui encouragent l'entrepreneuriat formel, d'une part en légitimant des emplois qui autrement seraient probablement développés dans le secteur informel, mais aussi qui prennent appui sur une simplification des règles et en particulier l'abaissement des cotisations sociales. Et je pense qu'il est important de se rappeler que la France a créé en 2009 le statut d'auto-entrepreneur afin de légaliser les petits boulots occasionnels qui sont souvent entrepris dans le secteur informel et pour encourager les entrepreneurs qui optent pour ce statut juridique, de les exempter des obligations d'immatriculation commerciale et de les faire profiter de procédures administratives simplifiées ainsi que de cotisations sociales et fiscales réduites. Ce qui me paraît important de retenir de ce statut d'auto-entrepreneur qui s'est largement normalisé, puisque depuis 2009, la progression du statut est exponentielle. Fin juin 2020, le réseau des URSSAF dénombrait pratiquement 2 millions d'auto-entrepreneurs, ce qui représente une hausse très importante par rapport non seulement à 2009, mais aussi déjà par rapport à 2019, plus de 16% de points de pourcentage. D'ailleurs, non sans lien peut-être avec la période la plus active de la pandémie. Également de dire que ce statut a pris une telle ampleur qu'en 2020, plus d'un travailleur indépendant sur 2 est en statut auto-entrepreneur. Donc bientôt, ce statut deviendra sans doute majoritaire. Et il me semble qu'en regardant les chiffres fournis entre autres par l'ACOSAT, qui est un observatoire du travail indépendant, il semble que les secteurs tels que le BTP, les services à la personne, que ce soit des services de soins, de santé et ménagers, ainsi que la restauration ou les services qui tiennent à l'alimentation, sont plutôt très bien représentés parmi les auto-entrepreneurs. Ce qui semble être assez cohérent avec l'objectif initial
de favoriser les secteurs d'activité qui sont les plus enclins à ne pas être déclarés. Voilà, après, le succès du statut d'auto-entrepreneur n'est pas sans poser aussi des interrogations concernant la précarité de l'emploi ou le niveau de couverture sociale, ainsi y compris aussi la durée de vie des entreprises. Mais bon, le statut ne cesse aussi d'évoluer et j'ai envie de dire peut-être de manière optimiste que celui-ci évolue dans une tendance plutôt de renforcement des niveaux de protection sociale, avec y compris, et là on parle de l'actualité, des grands procès en cours ou à venir qui impliquent des plateformes numériques accusées d'abuser du statut d'auto-entrepreneur et accusées donc de travail dissimulé. Chloé, tu voulais dire un mot sur la loi d'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée? Tout à fait. Autre expérience de modification de législation, donc une loi d'expérimentation, territoire zéro chômeur longue durée, qui n'a pas été créée à proprement parler pour répondre enfin en tout cas qui ne vise pas spécifiquement les pratiques informelles, mais qui finalement peut vraiment apporter un certain nombre de réponses à cette question sur des territoires ciblés. Donc, cette loi d'expérimentation, elle est prévue en 3 étapes, avec une première étape en 2016 et 10 premiers territoires expérimentaux. Une deuxième étape dans laquelle nous sommes actuellement de 2021 à 2026, qui va mettre en place 50 territoires d'expérimentation supplémentaires. Et si l'évaluation de cette loi expérimentale est positive, alors une pérennisation de l'expérimentation est prévue en 2026. Cette expérimentation, dont l'initiative revient à l'association ATD Carmonde, vise à montrer qu'il est possible à l'échelle d'un territoire, donc plutôt d'un quartier ou d'un territoire rural, sans surcoût pour la collectivité, de proposer à tout chômeur de longue durée qui le souhaite un emploi à durée indéterminée et à temps choisi à partir de ses propres savoir-faire. Et donc ça, c'est un point extrêmement important, c'est qu'on part vraiment des savoir-faire de la personne et pour répondre à une diversité de besoins d'acteurs du territoire. Donc voilà, je ne vais pas pouvoir vous présenter vraiment très en profondeur cette loi d'expérimentation, mais elle peut-être dire qu'elle s'appuie sur trois principes qui sont que personne n'est inemployable. Ce n'est pas le travail qui manque et ce n'est pas non plus l'argent qui manque. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais cette expérimentation se base sur finalement le coût évalué de l'inemploi, de tous les coûts directs et indirects de l'inemploi et réaffecte une partie des aides sociales pour l'emploi direct des personnes. Peut-être un exemple là sur un territoire zéro chômeur longue durée de la première vague d'expérimentation sur le territoire de la métropole européenne de Lille, où en 6 mois, près de 70 emplois ont été créés. Et vraiment, à partir des savoir-faire des personnes, et ce qui est intéressant, c'est que donc ça renverse totalement la donne et la manière qu'on a de penser l'emploi. Ont été créés sur ce territoire, pour exemple, toujours une épicerie solidaire, du maraîchage urbain, de l'aide à domicile, un garage solidaire, des services de réhabilitation énergétique de logement ou la confection de meubles à partir de matériaux recyclés. Enfin voilà, on part des savoir-faire des personnes et des besoins du territoire et on crée de l'emploi sur ce principe-là. C'est une expérimentation intéressante et qui vient vraiment très directement modifier la loi. Autre type de dispositifs qui sont toujours dans cette catégorie d'incitation, ce sont des dispositifs d'accompagnement à la formalisation d'activités et de pratiques informelles. Alors voilà, comme dans toute notre revue, mais peut-être encore plus à ce moment-là, vraiment on insiste, on n'est absolument pas exhaustif, on ne l'est pas et ne vous sentez absolument pas oublié si votre expérience, dispositif n'a pas été nommé. Au contraire, on vous invite à la partager juste après, mais nous, on ne croit pas l'avoir été, ça c'est une évidence. Donc des dispositifs qui accompagnent la
activités, par exemple le dispositif Cité Lab, qui a été créé par la BPI, et qui donc est vraiment une offre de service pour proposer aux habitants des quartiers politiques de la ville un contact de proximité pour la création d'entreprises. Et ce, à travers vraiment des logiques de permanence, d'événements organisés, des rencontres de terrain. Enfin, on part vraiment avec un ancrage fort sur le territoire, détecter les talents des personnes, des habitants du quartier et favoriser les concrétisations des projets. Un autre dispositif repéré est celui de la Fabrique à initiative, qui est un dispositif créé en 2010 par la VISE afin d'accompagner les acteurs d'un territoire dans la compréhension des besoins locaux et dans la co-construction de réponses entrepreneuriales adaptées. Donc, ce dispositif part plutôt des besoins du territoire, mais avec l'ambition de co-construire des réponses adaptées qui peuvent entre autres, prendre la forme forcément de structures, d'emplois créés. Et donc, il facilite le développement de projets. Là aussi, on n'est pas sur l'objectif visé, n'est pas directement de répondre à l'enjeu de la formalisation des pratiques informelles ou de l'accompagnement des pratiques informelles. En tout cas, ça peut parfois, en tout cas, c'est leur retour d'expérience, c'est parfois été le cas. Ça a parfois été le cas sur certaines fabriques à initiative. Et puis, autre dispositif, mais qui pour le coup a vraiment une dimension très directe en lien avec les pratiques informelles, qui est un Fania Lab, qui là, est un dispositif qui a été créé par la CRES, donc Chambre régionale pour l'économie sociale et solidaire de Mayotte, et qui vise vraiment qui est finalement un incubateur qui vient accompagner le développement de projets et la création d'emplois, en partant notamment de l'identification des activités informelles qui relèvent ou peuvent potentiellement relever du champ de l'économie sociale et solidaire. Et donc, qui, avec vraiment à la fois un accompagnement des projets vraiment de manière individualisée et ou collective, et un suivi aussi post-création d'activités des projets. Donc voilà, tous les dispositifs que j'ai évoqués, je vous envoie juste après vers de la ressource. À noter peut-être que le projet Fania Lab, créé par la CRES de Mayotte, est cofinancé par le conseil départemental de Mayotte et aussi par le Fonds social européen. David, tu souhaitais dire un mot de Archipel & Co, je crois. Oui, merci. Très rapidement. C'est un projet d'accompagnement qui est en cours de préfiguration, hein, donc il n'a pas de nom encore, qui est porté par Intermed et Archipel & Co. Peut-être il y a des membres d'Archipel & Co parmi les participants s'ils voulaient apporter des éléments par la suite. Donc c'est un projet porté par une couveuse d'activités qui se spécialise dans l'accompagnement et la formation à la création d'activités en lien avec l'économie sociale et solidaire et qui est ancrée dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et Archipel & Co est une organisation internationale qui œuvre à la conception, l'expérimentation et le développement de solutions entrepreneuriales à impact social. Il s'agit d'un dispositif d'accompagnement à la valorisation des compétences entrepreneuriales d'acteurs des économies informelles qui devraient être déposé dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences 100% inclusion pour une première expérimentation entre juin 2022 et juin 2023. Ce dispositif cherche à valoriser les compétences des chefs d'entreprise qui sont actuellement ou qui exercent dans l'économie informelle, ainsi que les accompagner dans leur montée en compétences. Donc voilà, c'est une expérimentation qui ciblerait une première promotion d'une 50aine de bénéficiaires. Surtout, il devrait se déployer dans les quartiers nord de Marseille et probablement aussi dans d'autres territoires du pourtour de l'étang de Berre. Pour finir, Chloé, sur ces démarches d'accompagnement individuel, tu voulais dire un mot sur les coopératives éphémères et les IAE? Tout à fait. Enfin, surtout sur les coopératives éphémères, l'idée, c'était vraiment de montrer que là, on est plutôt sur une typologie de structure et qui, voilà, aussi grâce à des retours d'expérience, dont je dirai un mot juste après, peuvent aussi apporter des réponses. Donc, les coopératives éphémères désignent en fait
des projets d'éducation et de éducation-formation à l'entrepreneuriat coopératif. Au départ, la terminologie des coopératives éphémères renvoyait plutôt aux coopératives jeunesse de service qui finalement qui sont destinées aux jeunes de 16 à 18 ans et qui leur permettent durant un été de s'initier au fonctionnement d'une entreprise coopérative en proposant des services à la population et aux entreprises de leur territoire. Ont depuis été développés 2 autres types de coopératives éphémères. La coopérative de jeunes majeurs, donc qui s'adresse plutôt à un public de 18 à 25 ans, et la coopérative de territoire, qui est donc destinée aux habitants d'un même quartier. Et donc, ces coopératives territoires, elles peuvent permettre de tester, d'ailleurs, elles entendent tester et diffuser des expériences innovantes d'entrepreneuriat collectif dans les quartiers prioritaires notamment, mais pas seulement, articulées autour de 3 axes, l'intégration des coopérants, la construction de la coopérative, du projet de coopérative en tant que tel, la formation et la prestation et la vie économique, le test économique de l'activité proposée en coopérative. Et donc, grâce au chantier qu'on mène depuis maintenant 1 an et demi, on a eu l'occasion d'avoir le retour d'expérience de plusieurs coopératives éphémères et il ressort que de ces échanges que la coopérative éphémère représente un outil intéressant pour expérimenter la formalisation. Déjà parce qu'elle permet de tester son activité totalement formalisée sans prendre trop de risques, que chaque entrepreneur signe un contrat d'appui au projet d'entreprise qu'on appelle un projet CAP pour la durée de la coopérative éphémère et donc qui lui permet d'avoir finalement accès au compte SIRET, à une assurance professionnelle, à un cadre administratif qui est porté par une coopérative d'activité d'emploi. Non plus, je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, mais en tout cas, on a vraiment eu plusieurs retours d'expérience qui montrent que ça peut être un outil vraiment intéressant. Notamment, en plus, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes, il y avait Migracop et l'association Réveil qui participent à ce webinaire, mais on a eu le partage d'expériences de 2 coopératives éphémères autour d'activités sur le textile et sur le culinaire. Avec Migracop et l'association Réveil. On a eu un retour d'expérience de coopérative éphémère qui finalement a permis en partant de pratiques informelles sur un quartier autour du culinaire, a permis de préfigurer la mise en place d'un restaurant solidaire de manière pérenne, et puis aussi des retours d'expérience de Flash Coop. Donc là, on est sur une coopérative très éphémère puisque c'est un nouveau dispositif qui permet vraiment de tester son activité de manière collective en coopérative sur plutôt 1 semaine ou 10 jours. Voilà. Bon, en tout cas, l'idée, c'était de pointer que c'était un outil intéressant. Et pour terminer notre tour de piste, désolé si on a été un peu long. On ne va peut-être pas développer, Chloé, puis comme ça, on laissera du temps pour les échanges. Tu voulais parler des recherches-actions, c'est ça ? Oui, je veux dire un mot sur les recherches-actions parce que on a vraiment eu plusieurs retours d'expérience de plusieurs territoires qui montrent qu'en fait, ces dynamiques de recherche-action, elles ont plusieurs points d'appui vraiment intéressants, à la fois parce que la dimension recherche permet vraiment de qualifier les pratiques informelles, d'identifier les besoins auxquels ces pratiques répondent pour les habitants d'un quartier, de changer de regard, c'est quand même quelque chose de très important, de changer de regard sur ces pratiques informelles et d'avoir un regard plus positif. Donc finalement, elles permettent de déconstruire tout un ensemble de stéréotypes et par rapport au sujet qu'on aborde aujourd'hui, qui sont les réponses des politiques publiques, elles permettent aussi de penser des solutions différemment, c'est-à-dire non pas uniquement des mesures de très court terme, de sanctions, d'interdictions, d'empêchement des pratiques, mais aussi des mesures de moyen et long terme. Donc on voit vraiment que ces logiques de recherche-action sont très positives par rapport à cela. Elles permettent aussi de co-construire en fait avec les personnes concernées, les premières personnes concernées, celles qui ont des pratiques informelles, des solutions qui répondent aussi à leurs contraintes. Et enfin, du point de vue des politiques publiques, la recherche-action a aussi l'avantage de qualifier tout en avançant, parce que on sait que c'est un sujet qui est souvent un peu méconnu sur un territoire. Les pratiques informelles, on en a une vue, mais souvent partielle, quand on est
au sein de collectivités territoriales. Et finalement, ces méthodologies en avançant, qui permettent à la fois de faire des diagnostics, mais tout en déjà proposant des solutions, peuvent vraiment être voilà, des méthodologies très intéressantes pour les collectivités. Donc, voilà, observer, comprendre, c'est déjà agir. Merci Chloé. Nous avons été peut-être un peu plus long que ce que l'on pensait. Il y a quelques contributions dans le chat qui donc enrichissent ce recueil. Marc Sagne nous parle d'une expérience brésilienne Zebrae de soutien à la tenue d'une comptabilité, d'aide à la normalisation de la production et des produits. Il y a quelques demandes de précision que l'on pourra apporter, notamment en compte rendu sur des références des dispositifs que nous avons mentionnés. Et puis, Anna Mourlac nous dit que pour illustrer les propos de Chloé, elle nous donne le lien vers le livret de capitalisation sur la coopérative éphémère culinaire qui a été menée en 2019. Merci Anna pour cette ressource. Donc nous avons encore quelques dizaines de minutes devant nous. John, David, qu'est-ce que vous en pensez de cette tentative d'utiliser le cadre conceptuel que vous proposez? Qu'est-ce que vous pensez aussi de ce premier panorama de mesures qui existent en France par rapport au recueil d'illustrations que vous avez pu faire à niveau européen ou dont vous connaissez dans d'autres contextes géographiques? Je pense que c'est très bien d'utiliser ce cadre très simple pour classifier les différentes interventions dans la dissuasion, l'incitation, accompagnement. Il y a du sens et vous avez soulevé un certain nombre d'interventions. Il faut savoir s'ils sont efficaces. Donc, pour ça, il y a besoin d'évaluation. Et s'ils sont efficaces, s'ils peuvent être menés à une plus grande échelle. David, des réactions? Oui, c'était très intéressant de voir tout l'ensemble d'actions. J'ai oublié le statut entrepreneur, c'est très important et en fait c'est une action énorme, il y a 2 millions de personnes et ça souligne une question importante aussi parce que l'objectif de toutes ces politiques et toutes ces actions est d'attirer les gens qui travaillent dans l'économie informelle, d'être dans l'économie formelle. Mais c'est très délicat parce qu'on doit trouver le balance entre les incentives et les disincentives. Parce qu'il y a une discussion sur le statut entre entrepreneurs. Il y a des gens qui disent que c'est il y a trop d'avantages et c'est pas bon. Il y a comment on dit, les entreprises qui sont pas vraiment une entreprise, c'est une substitution d'emploi. Et il y a tous ces cas où on doit poser et réfléchir et on se demande si ça c'est le résultat qu'on attend ou c'est un effet secondaire qui n'est pas forcément quelque chose de positif. Donc pour moi, c'est bien une question de trouver le balance entre les incentives et les disincentives. Bien, est-ce que parmi les participants, il y a peut-être des prises de parole? Il y avait Malik Diop qui avait souhaité prendre la parole. Malik, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous voulez toujours prendre la parole? Oui. Bonjour. Merci à tout le monde. Donc, juste saluer le travail énorme de l'étude que j'ai à parcourir beaucoup en ligne pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut en tirer aussi
de cette pratique que je disais un peu dans le mail. Moi, je suis Malik Diop, je suis du réseau des acteurs et des collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire au Sénégal et en charge aussi de l'organisation coordinateur général du prochain forum de l'économie sociale et solidaire au Sénégal, qui aura lieu en 2023. Et soyez la bienvenue à tout le monde. Parce que la thématique nous intéresse au plus fort point, parce que le prochain forum aussi va porter aussi sur la transition de l'économie informelle vers des économies collectives et territorialisées, pour voir aussi cette problématique qui est en Afrique, une problématique réelle, parce qu'on parlait, David parlait un peu de l'informalité, qui à notre niveau peut-être est une formalité, parce que 80% de l'économie donc repose sur l'économie, donc l'informatique a un aspect relatif. Donc, donc nous, on a une lecture beaucoup plus relative sur ça. Mais on peut apprendre un peu de ce qui se passe pour voir aussi sur les stratégies qui ont été développées par l'étude, sur l'incitation, sur la sanction, voir un peu comment aussi aujourd'hui les différents niveaux d'incitation qui sont faites au niveau des politiques publiques dans nos pays, en Afrique, en termes d'incitation, de facilitation, d'organisation, qui devraient permettre un peu de passer à un cap par la formalisation, parce qu'il y a beaucoup de programmes sur la formalisation, mais on se rend compte que si on formalise l'informel dans nous, on se bute à un système de résistance. Parce que aussi, on a des capitales d'industrie aujourd'hui dans nos pays qui sont partis de l'informel. Donc, donc, il faut avoir une autre lecture à notre niveau pour voir un peu comment travailler, capitaliser cela. Même si en Europe, on a une structure beaucoup plus organisée et l'étude l'a montré que l'informalité, se trouve beaucoup plus en sud, dans les pays sud, qui sont beaucoup plus proches peut-être de l'Afrique. C'est peut-être des pratiques qui se font un peu sur ces questions-là. Voilà un peu, et je pense que l'étude du mois nous a permis d'avoir un autre regard sur comment arriver à développer des stratégies incitatives, d'autres stratégies qui permettent un peu de voir aussi que l'économie informelle n'est pas seulement l'apanage des pays en voie de développement. Donc, il est aussi donc, une réelle au niveau des pays développés, mais je pense que réinventer maintenant le modèle nécessite à une connexion des apprentissages de ce qui a été réussi ici et d'ailleurs. Et je pense que c'est important qu'on puisse donc voir un peu ce qui se passe ailleurs et travailler sur l'interconnexion des pratiques, l'interconnexion des apprentissages pour voir aussi comment aussi réinventer un autre modèle qui est post-Covid où beaucoup d'aspects sur les questions territoriales ont fait les preuves. L'économie territorialisée, c'est une réalité et il faut voir maintenant comment connecter tout cela pour qu'on arrive maintenant à avoir donc, une économie globale. Bien, merci Malik pour ce témoignage. Des réactions, d'autres témoignages ou commentaires? David, John, l'OCDE travaille sur la question dans d'autres contextes géographiques. Sauf que lorsque nous préparions cet échange, vous évoquiez un travail, je ne sais pas si passé ou en cours avec l'Égypte. Nous allons travailler avec le gouvernement égyptien. C'est un très grand programme que l'OCDE a avec l'Égypte. Mais nous n'avons pas encore commencé l'étude sur l'informalité. Ça, c'est à faire dans 24 mois. Donc, voilà, on est 2 mois en retard déjà. Donc, comment dire, on échelonne un peu les différents projets parce qu'il y a beaucoup de projets. Et ça va commencer bientôt. Il y a différents éléments. Un élément porte sur les impôts, l'imposition.
Un autre élément porte sur les marchés, les réglementations du marché du travail. Et nous avons un élément sur l'accompagnement des entrepreneurs à travers le conseil, la formation, les incitations on peut donner. Donc, c'est un grand projet, mais on n'a pas encore les résultats. Ils seront intéressés à vos projets. Donc, peut-être un échange. Bien sûr. Et puis, ces éléments, John, me font penser à la question que pose Camille Azière de l'ADI sur le chat à propos des indicateurs économiques existants. Je pense que dans le programme de travail que vous vous donnez pour l'Égypte, vous avez identifié d'autres domaines dans lesquels travailler sur les économies informelles et pas seulement sur le PIB ou sur la part du PIB. Autrement dit, vous travaillez sur les législations, donc sur le droit du travail, sur la politique fiscale ou la collecte de l'impôt. Donc en fait, il y a plusieurs portes d'entrée possibles pour travailler sur le sujet, pas seulement des indicateurs, je voudrais dire quantitatifs, pour évaluer l'ampleur. Est-ce que cela fait sens pour vous? Micro, John. Oui, non, on a besoin de quelque chose beaucoup plus ciblé. Ce qu'on a présenté au début, ça sert à indiquer que l'économie informelle est très importante et très importante dans beaucoup de pays et que c'est lié à la richesse. Et ça, il y a une leçon à tirer que si vous pouvez améliorer à la fois la croissance de l'économie française et l'inclusion de l'économie française, vous allez voir que miraculeusement, l'informalité réduit. Donc, il y a cet élément, mais il faut creuser beaucoup plus dans une manière beaucoup plus étroite, je pense, pour développer des programmes précis. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais la question dans le chat était par rapport aux indicateurs typiques de l'économie, les indicateurs économiques. Mais moi, je ne sais pas si c'est par rapport au PIB, non, bien sûr, c'est pas assez précis pour aider. Non, ce genre d'indicateurs ne sont pas très utiles. Mais il faut suivre les programmes et ce qui se passe aux personnes qui participent dans les programmes. C'est ce que j'essaie de dire dans le chat. C'est ce genre de précision qu'il faut. Et il faut avoir en tête l'objectif du programme. Et l'objectif ne pourrait pas simplement être de formaliser des entreprises informelles, je pense. Les objectifs pourraient être d'avoir davantage de revenus pour l'État. Donc, on pourrait mesurer les recettes fiscales des participants et si le programme permet à augmenter les recettes fiscales. Mais pour nous, le plus important, c'est l'individu derrière, peut-être. Et est-ce que cette personne arrive à avoir une activité dans le temps, dans l'entrepreneuriat qui est réussi? Et je suggère les RCT, Random Control Trials. Mais peut-être vous pouvez essayer ça avec certains de ces programmes. Bien, merci pour ces éléments, John. Chloé, tu veux prendre le relais sur les questions ou remarques qui s'affichent?
Oui, il y a une question de Cécile Leloup d'Archipel & Co. Avez-vous des exemples d'évaluation d'impact des différents dispositifs permettant de mesurer les effets des actions, programmes d'accompagnement, politique publique, à la fois sur les entrepreneurs bénéficiaires et plus largement sur l'économie? En tout cas, si c'est une question qui s'adresse à la revue que David et moi, on a faite, non. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas en tête, mais peut-être cette question porte sur... Oui, n'hésitez pas à préciser. Hein. Cécile, je vois que vous apparaissez. Oui, merci beaucoup. Non, justement, John parlait de Randomized Control Trial. Donc, je pense que nous, on a un fort intérêt pour justement s'intéresser aux effets des actions qu'on mène, et notamment dans le cadre du projet dont vous avez parlé tout à l'heure, d'essayer de mesurer et d'intégrer cette évaluation dans nos actions futures. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de voir un petit peu d'essayer d'évaluer les pratiques qui sont actuellement testées, expérimentées, etc., pour savoir si ça a vraiment un effet et quelles sont celles qui marchent le mieux, ou aussi sur les mesures des gouvernements, etc., que ce soit sur les répressions ou les incitations. Je me demandais si vous aviez peut-être John et David aussi connaissance de revues plus scientifiques, d'études plus scientifiques qui prouveraient les bienfaits ou les méfaits justement de certaines actions. Mais peut-être que ce n'est pas existant, et dans ce cas-là, ce serait, je pense, intéressant de réfléchir aussi à intégrer ce process d'évaluation dans les futures expérimentations, etc. Oui, quand nous faisons nos études, nous essayons d'avoir des exemples de bonnes pratiques internationaux qui sont aussi évalués. Peut-être David a quelques exemples, mais moi non, pas dans ce domaine précis. Nous sommes en train de réviser le cadre de l'OCDE pour l'évaluation des politiques entrepreneuriales. Et on a des exemples de différentes évaluations qui ont été faites par rapport à l'accompagnement, le financement des entreprises dans différents domaines, mais rien sur l'informalité elle-même pour des programmes contre l'informalité qui ont ça comme leur grand objectif. Ça, on n'a pas, mais il y a beaucoup d'exemples qui peuvent servir à concevoir une évaluation, soit méthode RCT, soit d'autres méthodes avec des groupes de contrôle. On n'est pas obligé de faire un RCT, il y a d'autres méthodes, et ça, on a un cadre de l'OCDE pour évaluation. Mais je dirais qu'on ne va jamais avoir un résultat qui dit que les programmes pour combattre l'informalité réussissent à chaque coup. Ça change, ça varie selon la conception exacte, la mise en œuvre exacte, le contexte, la période dans le temps, le lieu. Et donc, c'est pour ça que la problématique d'évaluation est constante. Mais si vous avez une évaluation qui démontre des effets positifs, vous pouvez expérimenter avec cette même initiative ailleurs et à plus grande échelle. Ça, c'est la méthode qu'on conseille. David, des éléments complémentaires, oui? Oui, juste quelques mots à ajouter. Dans le rapport, il y a quelques exemples. Par exemple, il y a une mesure en Angleterre, et dans certains pays comme Angleterre, Allemagne, il y a souvent des rapports qui donnent les résultats de chaque mesure, mais dans ce sujet informalité, c'est souvent quelque chose de plus proche que je dirais monitoring. C'est des chiffres très basiques, mais quand même, ça donne une indication s'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les mesures et les effets des mesures. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de très sophistiqué comme d'autres politiques de travail. Il y a un autre point important.
Et ça, c'est le dead weight loss. C'est très difficile à calculer, mais c'est-à-dire, il y a toujours les personnes dans l'économie informelle qui va travailler dans l'économie formelle très facilement avec une petite action. Et quand il y a des mesures qui offrent une réduction d'impôts ou subventions financières, c'est sûr que ces gens vont changer leur activité. Mais il est possible qu'il y a une certaine proportion qui va faire ça sans subvention, sans réduction d'impôts, sans le soutien. Donc, ça, c'est très important de penser aussi, parce que ça, c'est un coût pour le gouvernement, et on s'appelle ça le dead weight loss, mais c'est très difficile à estimer. Mais dans ce domaine, ça peut être assez large. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà une invitation à aller regarder les illustrations européennes recensées dans la synthèse de l'OCDE de 2015, hein, qui voilà, emprunte une grille dans laquelle vous essayez malgré tout de mettre en avant les résultats qui ont été produits avec leur méthode propre, donc peut-être parfois insuffisante ou très focalisée sur des aspects monétaires. Donc, je pense que dans tous les cas, l'invitation que vous faites, Cécile et Lou, peut-être involontairement, c'est qu'il serait intéressant que les dispositifs d'accompagnement individualisés ou collectifs, dont certains dont on a pu parler, puissent se doubler d'une démarche d'évaluation en continu. Et d'ailleurs, c'est aussi bien vrai pour les dispositifs d'accompagnement d'entrepreneurs informels que pour les dispositifs d'accompagnement d'entrepreneurs tout court. Et il y a peut-être des choses à apprendre déjà sur les dispositifs d'accompagnement d'entrepreneurs tout court. Après, je pense que c'est quand même très largement fait. Enfin, je pense qu'en tout cas, ce ne serait pas juste de faire comme si ces évaluations n'existaient pas. Oui, voilà. Par donc exemple, on la peut loi déjà aller voir ce qui d'expérimentation existe. territoire zéro chômeur longue durée a été extrêmement et largement évaluée, mais même des dispositifs ou des expérimentations de coopératives éphémères. Anna Mourlac partageait un lien. Enfin, je veux dire, les acteurs, les politiques publiques ont tendance à évaluer les actions qu'ils mettent en place. Je pense qu'après, tout dépend aussi de l'indicateur. Qu'est-ce qu'on regarde? Je crois aussi qu'il a été largement dit qu'un des enjeux, c'était que les pratiques informelles, c'était aussi une économie par nécessité. On a, nous, eu l'occasion souvent d'utiliser la terminologie d'économie de subsistance. Et peut-être qu'un des principal indicateur de ce point de vue-là, c'est le mieux-être et la capacité, la meilleure situation de la personne concernée. C'est sûr que si c'est ça qu'on regarde, en termes de quantitativement, ça ne pèse peut-être pas lourd, mais voilà. Je trouve qu'aussi dans l'évaluation, c'est toujours important de garder à l'esprit qu'est-ce qu'on souhaite évaluer et pourquoi. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, on partage sans doute tous largement, mais je pense que c'est important quand même de le garder à l'esprit. Il est déjà 16 heures, je vois, et en plus, les personnes commencent à nous quitter. C'est bien normal. On arrive à la fin de notre échange. Déjà, un très grand merci à John Potter et David Alabaïski pour leur intervention aujourd'hui, la présentation des travaux qu'ils ont menés et de toutes les illustrations, la présentation des illustrations et d'expériences, des retours d'expérience qu'ils ont pu nous donner. Elga Mondésir le disait en début de ce webinaire, mais celui-ci s'inscrit vraiment dans des travaux que l'on mène séparément et collectivement, la NCT, l'ONPV, le réseau des CRPV, donc Centre Ressources pour la politique de la ville, et le RTS, réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Donc, voilà, n'hésitez pas à visiter nos sites respectifs où vous trouverez vraiment de l'information, de la ressource sur cette question. Et puis surtout, on vous tient informé des suites que l'on va donner
Je ne crois pas qu'on ait là de rendez-vous précis à vous faire, mais en tout cas, effectivement... Malik Diop nous en donne un, c'est le Forum mondial de l'ESS qui aura lieu à Dakar en 2023, effectivement, et avec un sujet parmi d'autres traités, c'est les liens entre pratique informelle et économie sociale et solidaire. Merci pour cette invitation. Tout à fait, merci Chloé pour ce début de mots de fin. Moi, j'ajouterai seulement, mais ce n'est pas un rendez-vous, que le réseau national des CRPV travaille actuellement à une petite publication modeste de valorisation des travaux engagés par les CRPV sur les économies de subsistance, puisque c'est bien cette terminologie que l'on souhaite mettre en avant, que on essaiera de prendre appui sur des expériences que nous avons pu recenser localement pour réfléchir à des bonnes pratiques sur comment on observe les économies de subsistance en termes donc de méthode et de posture d'observation, mais aussi comment, à partir de ces expériences, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement sur comment on accompagne. Donc voilà, nous ne laisserons pas de vous tenir au courant de cette publication qui peut-être pourra faire l'objet d'une rencontre plus large. Merci John et merci David. Sylvie, Elga, vous voulez dire un mot peut-être pour clore? Très rapidement, merci beaucoup. Je pense qu'on a encore pas mal de travail pour essayer de mettre à plat un peu tout ce qui se fait chez nous et le catégoriser. Donc, merci à vous, David, Chloé, de faire ce grand travail-là qui va forcément nous aider pour la suite. Merci. Bien, merci à vous toutes et tous. Merci encore à l'OCDE qui s'est prêté à ce jeu et puis nous espérons peut-être vous relire plus en avant si vous mettez à jour vos travaux sur ce sujet ou s'il y a d'autres sujets proches qui donnent lieu à des publications. Au revoir et bonne fin de journée. Également, tenez-nous au courant de vos travaux parce que l'OCDE, c'est l'échange entre pays. Et donc, comme j'ai dit une fois déjà, on est très intéressé par ce qui se passe en France et ce que vous pouvez faire maintenant. Et compte tenu parmi les intéressés, et si on a quelque chose, on va vous signaler dès qu'on a une nouvelle étude. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous et toutes.